Aventure chasse-pêche vous est présenté par Browning et par La Capitale Assurance et Services Financiers. Hey, bienvenue à Aventure Chasse-Pêche. Vous rêvez pas, hein? Pas là. Abandonné ce soir, Kate Nadeau-Mercier a pris des vacances, on va dire ça comme ça. Ben, elle m'a laissé des notes, fait qu'on va être correct pour le show. Cette semaine à l'émission, on parle des conducteurs de chiens de sang. Denis Fortier, qu'on suit dans une recherche. Question de comprendre les différentes étapes qui existent à partir du moment où on appelle un conducteur de chien de sang. Comment on s'y prend pour retrouver l'animal? Qu'est-ce qui se passe? Comment le chien se comporte? Pourquoi on fait ça comme ça? Ça en vaut la peine parce que ça donne un peu une perspective aux chasseurs de comment traiter le site, comment traiter l'endroit, quelles informations retenir pour donner aux chiens de sang. C'est hyper important pour potentialiser au maximum cette recherche-là qui va vous permettre, à l'aide d'un conducteur de chien de sang, parce que vous faites équipe avec, de potentiellement retrouver votre gibier. C'est un reportage qui est très important à regarder et à regarder à nouveau. Ensuite de ça, Pierre Duchesne de la Capitale Assurance Générale, on parle d'assurance de véhicules hors route. C'est important quand même à adresser. On a des questions là-dessus à toutes les années. Je le remis, j'enlève-tu l'assurance? Comment ça fonctionne dépendamment des améliorations que je mets sur mon véhicule? Est-ce que je dois avertir mon assureur? Ben oui, si tu mets pour 20 000 de modification sur ton bicycle, il vaut pas la même affaire, il faut que tu l'assures pour plus, il faut le dire à quelqu'un. On parle aussi Fondation de la Faune, l'encan de la faune qui commençait cette semaine, tant attendu. Donc Jean-Philippe Paul qui est avec nous. On a aussi Raphaël qui vient nous rejoindre pour nous parler de là vers où sont versés les profits de l'encan de la faune, c'est-à-dire le programme Pêche en herbe qui est une fierté québécoise. On initie par là des centaines de milliers de jeunes à la pêche sur glace et évidemment estivale aussi depuis le début de ce programme-là. Il y a plusieurs années, fin des années 90, si je ne me trompe pas, on lui demandera tout à l'heure. Et Serge Larivière qui est un chroniqueur vedette chez Aventure Chasse-Pêche, vient nous parler de trappe, mais vient nous parler un peu de comment on devient trappeur, moi le matin je me lève, je fais comme j'aimerais ça moi faire de la trappe comme loisir, comme activité pour prolonger ma saison. Mais comment je m'y prends? Serge nous fait un peu la lumière là-dessus. Quelques actualités. On va venir combler une question qui est aussi très courante ces temps-ci. Où aller pêcher à ce temps-ci l'année? On le sait, c'est la pêche sur la glace, on connaît les spots principaux, mais on va en découvrir des nouveaux avec la famille et c'est normal. Vous savez, pêche à la glace, gros avantage. Pas besoin de bateau. Il y a une espèce d'affaire blanche sur le dessus du lac, là, ça s'appelle la glace. Tu n'as pas besoin de bateau, tu peux marcher puis aller au large. C'est super le fun. Donc, avec très peu ou pas d'équipement dans certains cas, parce que les pourvoyeurs ou les points d'accès vont souvent fournir littéralement les brimbales, les vers. Si vous êtes dans des piscicultures, des pourvoyeurs qui sont pisciculteurs, vous allez même pouvoir pêcher avec des crevettes. Succès assuré pour les enfants. C'est super trippant. Eh bien, nouvel outil de ce côté-là, pêcherpascompliqué.com. Pêcherpascompliqué.com sur le site du MFFP, excusez-moi, donc c'est un site pêcherpascompliqué.com. C'est une carte interactive qui va vous dire où est-ce que vous pouvez y aller à la pêche. Donc, des bons endroits pour pêcher cet hiver. On dit simple, facile et efficace. Ben, tu vois, sur le web, tu as une carte, tu sais exactement où aller pêcher. Les enfants vont être super contents. Ça te permet de voir aussi à proximité, parce que souvent, c'est dans la longueur de la route pour les enfants qui, vous le savez, quand est-ce qu'on arrive? J'ai envie de pipi, j'ai faim. Ben là, on arrive rapidement parce qu'on sait où aller. Pêcher pas compliqué. Merci au MFFP. Ensuite, on jase. Ça vous dit quelque chose? Stéphane Monette, mon oncle Stéphane, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. À tous les matins, Stéphane, couetté, pas couetté, verre d'eau, verre de lait, café, a 1001 sujets à vous parler. Il fait un format live qu'on appelle. C'est évidemment une très bonne façon, en ces temps de confinement, déconfinement, bon, vous connaissez la game de yo-yo que ces temps-ci, de pouvoir continuer à garder le contact avec notre public, garder le contact avec ces gens-là qu'on voit peut-être un peu moins en studio. Hein. Dans le cas de Stéphane, bien, ses parents sont adjacents à sa maison. On fait attention à la contamination avec la COVID et tout ça, peu importe de quelle école de pensée vous êtes. Donc, on a un peu plus de misère à avoir, évidemment, ces invités-là pour les avoir à la télé. Eh bien, des gens comme Stéphane vont trouver un moyen ingénieux comme On Jase, qui répète à tous les matins. Ils sont rendus à je ne sais pas combien de personnes qui assistent. De quoi on jase? Bien, on jase de à peu près n'importe quoi. De la température, de technique, de croyances populaires. Stéphane fait la lumière sur beaucoup de choses.
Ça en vaut la peine. Ça s'appelle On Jase. C'est Stéphane Monette qui fait ça à tous les matins. Je termine rapidement en disant encore une fois, notre service de protection de la faune, bravo. Quand on vous parle d'SOS braconnage, c'est important, vous êtes les yeux de la forêt. Ça se passe dans le coin de Drummondville. Les agents ont mis fin aux activités illégales d'un individu qui faisait de la capture illégale de cerfs. De ce que j'ai pu comprendre, et on pourra le confirmer, il y avait la capture de cerfs qui se faisait au collet, littéralement. Si vous ne saviez pas que ça se peut, eh bien, effectivement, ça se peut encore aujourd'hui. C'est vos yeux, au travers de SOS Braconnage, qui permettent aux services de protection de la faune et aux agents d'appliquer la loi en matière de protection des milieux fauniques et permettent de mettre fin à des activités comme celle-là et d'assurer une continuité dans la sauvegarde de nos cheptels et aussi de la bonne réputation de nos activités de chasse et de pêche parce qu'évidemment, d'un côté, on se veut éthique dans nos activités de notre côté, mais on se dote aussi de moyens comme les agents de protection de la faune et on voit par ce genre d'événements-là que ça vaut la peine de supporter leurs efforts et surtout de continuer à être leurs yeux et de faire le SOS braconnage quand il se passe quelque chose. Il n'y a pas de plaintes qui se font pour rien. On informe les agents. L'autre barre de la pause, on s'en va dans le bois faire une recherche avec l'Association des conducteurs de chiens de sang du Québec. Denis Fortier qui nous montre comment ça marche. Regardez bien ça. Cette partie d'émission vous a été présentée par Browning. L'équipe d'Aventure Chasse-Pêche est nourrie par Bouffe et Compagnie, des repas préparés, frais et savoureux. On est samedi matin, une petite neige ce matin à 9 h. On est en attente d'un call pour aller faire des recherches avec mon chien Indy. On se prépare tranquillement avec nos fiches de recherche, tout ça. On a un appel. Oui, allô? Oui. Serais-tu disponible pour une recherche ce matin? Bien sûr, bien sûr. Dis-moi donc ton nom. Mike, débuteur au moins. Mike, c'est un chevreuil à carabine? À quelle distance? OK. C'est quoi ton calibre? D'accord. 7 mm. 7 mm. OK. Ton chevreuil, il a fait quoi comme réaction quand il a reçu la balle? J'ai du sang partout dans le bois, ça pourrait être 200 pieds. OK. Sur 200 pieds, tu as beaucoup de sang. Quand tu dis beaucoup de sang, c'est-tu du sang là, en continu à terre ou des placards? C'est quoi au juste? OK. Ton poil, il y avait-tu à deux endroits du poil? Oui. OK. Fait que ta balle a possiblement passé bord en bord. La balle a rentré de l'arrière vers l'avant, dans le coffre. C'est ça? OK. Puis la réaction, tu me dis, il arrondit du dos un peu? Oui, puis il est parti. Il est parti à la course. T'étais-tu d'un Tristan ou t'étais à terre? Non, j'étais à terre. OK. OK. Fait que, OK, c'est bon. Ton adresse, là, que je peux aller te rejoindre. OK? On se dit à tantôt. Salut. C'est parti pour un call. Nous, on forme les conducteurs, dans le fond. On montre aux gens qui veulent devenir conducteurs, on lui montre comment dresser leur chien, comment devenir conducteur. L'association donne une formation une fois par année, justement, pour ça. Et, on forme en moyenne une centaine de conducteurs par année. Ils ne deviennent pas tous conducteurs, mais ils sont formés pour le devenir. Au bout du compte, là, peut-être juste 20 des gens qui viennent en formation qui deviennent conducteurs, mais c'est quand même quelque chose, c'est une passion. Hein, je fais beaucoup d'efforts pour le devenir. Salut, salut! Ça va? Ça va bien, toi? Yes. Good. Besoin d'un conducteur à matin. Ouais. Ouais. J'ai trouvé du sang à partir de où ce que j'ai tiré jusque, dans le fond, chez mon voisin, là. Ça tombe tout du grand foin jaune. OK. Puis c'est là que tu payes la traque. Là, je perds la trace nette.
La réaction du gibier quand il reçoit la balle, c'est quoi au juste, là? C'est-tu ça? Tu l'as-tu vu? Ben, ça se passe vite, là, Ouais. tu sais. Il a courbé de même, puis il est parti. OK, il a pas planté par en avant. Non. Il a pas trébuché ou comme un gossou, mettons, là, non? Il est parti, puis il y avait le fly par en bas. OK. Puis il est parti, j'ai écouté, je l'ai entendu, tchouc, 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 tchouc. Puis après ça, là, j'avais plus de son, mais là, c'est parce qu'il venait de tomber chez le voisin. Tu vois, Ouais, mais là, on arrive là. Toi, t'as pas été faire une battue? T'as-tu été voir un peu ou... Ben, je me suis promené, mais là, à un moment donné, là, dans le foin, vu que j'avais Ouais. pas de... Tu peux passer à côté puis tu le vois pas. Ben, c'est ça. Puis là, je voulais pas tout brouiller les pistes non plus. J'ai C'est dit, bon. si je fais un chien, si je fais venir un chien... Excellent, excellent. Ça, c'est important de pas scraper toute la scène de crime, là, si tu veux. Non, ben, c'est ça, c'est ça. Fait que je vais m'habiller, puis on va aller là-bas, puis on va faire analyser ça comme il faut. Que la façon dont ça fonctionne, moi, je m'en vais avec le chien en avant, puis vous suivez au bout de la longe, dans le fond, là, si vous voyez des indices, du sang ou peu importe. Hey, Denis, il y a du sang ici. Fait qu'on prend le temps d'analyser comme ça. Des fois, je le vois pas toujours. Moi, je suis daltonien en plus. Fait que souvent, je demande l'aide des chasseurs. C'est pour ça que j'ai un chien. Indy, hein? Indy, la belle fille. Ouais, toujours énervée, elle, avant de partir. Point GPS à l'auto, enregistré. GPS du chien. Si on perd le chien, pour X raison, bien, on est capable de le récupérer avec son collier. Ça, c'est bon. On est prêt. Fait que ton chevreuil était vraiment de côté, aux pommes. Ouais. C'est frais, ça, hein? OK. Comme ça ici, Il était un petit peu en billet comme ça. il était bien comme ça. OK. On va faire un waypoint de la scène de crime. OK, on a quand même beaucoup de poils, là. On a du poil qui est prêt après le cuir. Ouais. Quand même foncé pâle. C'est avec ça, là, on est capable de savoir un peu Dans quel endroit? à quel endroit. Haute patte arrière, bas de ventre, gars. Ouais. Mais on en a plusieurs. Regarde, lui, il a du cuir après. Regarde, lui, comment il est court. Ouais. Haute patte, avant. Tu sais, ça peut être la sortie, ça. Parce qu'il y a du cuir après. Quand la balle explose en dedans, là, ça fait un champignon. Là, puis là, ça se peut que ça écarte beaucoup de poils comme ça à la sortie. On part là-dessus, au suivant en arrière, au bout de la longe. Vous voyez des indices, me le dites. On met des flags quand on trouve des indices. Moi, tout le bois, je l'ai fait jusqu'à la sortie. OK. Chaque place où il y a un ruban, T'as flagué. ouais, j'ai flagué partout où j'ai vu du sang. OK. Partout où il y a un spot, il y en a des jaunes, là, mais Ouais. les oranges, là, c'est moi qui les ai posés OK. un matin, puis c'est partout où j'ai vu du sang. Bravo. Il faut toujours que les chasseurs fassent ça parce que, éventuellement, s'il se met à mouiller, on perd tous les indices, puis là, on est capable de retraquer vraiment la bonne voie, du bon chevreuil. Ça nous... Pas que ça dérange le chien, mais ça nous simplifie un peu la tâche, puis c'est bon de savoir ça, que les chasseurs fassent ça. Mon chien, il travaille tranquillement. S'il se mettait à aller vite, puis je suis obligé de le retenir beaucoup avec la longe, puis que là, il tire, ça veut dire que le gibier n'est pas encore mort. Il court en avant de nous autres. Ça, c'est la façon que mon chien a à me dire qu'il n'est pas mort. On part là-dessus. Yes, comme. On part? C'est par là? OK. Ouais, on était à peu près à même pas 50 mètres du tir, là. Puis là, ce poil-là, il est très long. Qu'est-ce que ça pourrait être long de même? Dessus du dos.
Ça, j'aime moins ça quand même, là. Bon, on repart. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. C'est ici qu'après ça, moi, j'ai pas retrouvé rien. OK. Là-bas, j'ai cru voir des traces, mes petits fly oranges, là, de chevreuil qui couraient. OK, mais ça veut pas dire que c'est lui. Non, non, c'est ça veut pas OK. dire que c'est lui, là. OK. Quand on a retrouvé du poil ici, là, encore le même type de poil long. Quand on retrouve du poil en cours de parcours, quand il n'est pas à l'endroit du tir, souvent, c'est un tir qui peut être au niveau... Du dorsal. Ouais, qui tire sur le dessus du dos, puis à mesure qu'il fuit, mais le poil tombe. Parce que quand le poil est là, il tombe pas à 200 mètres du tir. Là. Pas de sang, hein? Il n'y a pas de sang ici. Encore le même type de poil. On continue. Oh boy! Ça ressemble à une patte cassée, ça. Os de patte. Je viens d'avoir un chevreuil en visuel, là-bas. On va essayer de le rapprocher. Après ça, on va analyser qu'est-ce qu'on va faire. On va aller chercher l'arme, porter le chien, s'il ne bouge pas. OK. D'après moi, c'est lui. OK. Bon. C'est vraiment le chevreuil qu'on a vu, que j'ai vu. Parce qu'il était couché ici. Il y a du sang là, là, comme à deux endroits. Fait que c'est sûr qu'il est touché la balle à l'entrée-sortie, là. Mais il est pas mort. Le chien, comme je te disais tantôt, là, je suis obligé de me mettre à 2 mains pour tenir le chien. Ça veut dire que c'est une voix chaude qu'on appelle. Si le chien dit « Il est là, il est là, il est là, il est là », ça sent tellement que le chien a plongé de traquer à terre. L'odeur de la bête, c'est ça, exactement. Même, ça sent le chevreuil. Penche-toi, tu vas voir, ça sue. C'est ça que le chien sent. T'es encore en forme? Il est dans l'eau, filme ça! Le chevreuil vient de traverser la rivière. Puis là, on le voit, il est couché sur la rive, l'autre bord. Là. Juste sur le bord. Mais on est loin de l'auto, là. On était à 1,7 km du tir. Fait que le chasseur est allé chercher sa carabine. Moi, je vais me retirer avec le chien pour qu'on soit légal. Je pense qu'il va être capable de faire une bonne shot. Après ça, on retourne au char, chercher nos chars, traverser l'autre bord de la rivière, parce qu'à pied, ça se traverse pas. J'espère que ça va se passer comme on veut. Il est mort. Good job, Yes, sir! C'est pas ma meilleure shot à vie, là, mais... Il est direct là, l'autre bord! Yeah! Ouh, le beau chien, le beau chien! Good job! Là, je suis content.
On a fait 1,7. 1,7 de là-bas. C'est sûr que là, on le poussait. Traverser la rivière. Il s'est couché direct de l'autre bord. C'est ça qu'on a été chanceux un peu dans la patente. Il s'est couché à découvert. Ah! Pas de chien, là. Jamais on a retrouvé ça. Impossible. Par la caméra. Impossible de retrouver ça, pas de chien. Quand j'ai cherché à matin, j'étais parti à gauche, puis finalement, il était parti à droite. Puis c'est elle qui a fait toute la job. Ça marche, les chiens de sang. Il n'y a pas à sortir de là. Ça marche. C'est sûr que ça marche. Mais ouais! Yeah! Yo, on va chercher ça. Ouais. Oui, fait que là, on est en train de suivre le chasseur. On s'en va récupérer la bête qui était de l'autre côté de la rivière. On a à peu près quasiment 1 heure de route juste pour contourner parce qu'il n'y a pas de pont proche. Au moins, elle n'est pas loin de l'autre chemin de l'autre côté, fait que ça va être plus accessible comme ça. Sinon, ça aurait pris un bateau. On n'a pas. Fait que, on y va en véhicule. Oh, le bon chien! Ouais. Oui, monsieur. Hey, un beau 6. Les gars, il y a toute l'épaule de fête. Hein, elle marque plus, hein? Mon Dieu, Seigneur. Fait que tu me disais, ton calibre, c'est? 7 mm. OK. 7 mm. Quand même un bon tir, là, de l'autre côté, là, franchement, là. Un chasseur qui appelle un conducteur, ça donne souvent des bons résultats. Yes, sir. C'est important. Attaboy! Ah oui, le pied, yeah! Hein? C'est un bon chien. Oh oui, ça, c'est un beau chien. De retour en studio, c'est le moment de l'année où est-ce qu'on se rend sur Internet pour l'encan de la faune. Puis ça, on aime ça. Jean-Philippe Paul, comment ça va? Ça va très bien. Salut Martin, merci de nous recevoir. Ben, ça fait plaisir. C'est comme notre party annuel un peu. C'est comme là, c'est comme les centres d'achat rouvrent, l'encan aussi. Ça tombe comme ben pile. Exactement, c'est très attendu. Écoutez, ça allait ouvert lundi, puis les mises, les gens avaient hâte. C'est de plus en plus attendu. C'est la 15e année de l'encan cette année. Puis on est très chanceux d'avoir cette activité-là avec nous autres, puis de voir que les gens sont au rendez-vous pour miser. 15 ans d'histoire qui est relativement marquée parce que au départ, c'est André Martin qui met en place l'encan de la faune. Et là, on est dans la première année où est-ce qu'il y a une relève qui n'est plus André qui est à la tête de la Fondation de la faune. Exactement. C'est quand même un tournant historique. Mais en même temps, tu as le retour d'un commanditaire qui était présent lors de la toute première année, il y a 15 ans dans l'encan. Exactement. Lors de la première édition, le lot principal était une chaloupe Prince Craft. Et là, cette année, pour le 15e anniversaire, Prince Craft est de retour avec de quoi qui est pas mal plus imposant comme prix. Moi, je l'ai vu, là. Écoute, tu sais comment est-ce que moi, regarder les modèles, là, on est avec une Holiday, si tu me corriges, ouais. 162 DX, ouais. Mais pas tout nu, là. Non, c'est tout équipé. C'est un ensemble vraiment très, très bien présenté par Prince Craft. Puis on est vraiment content de leur retour. On remercie Alumacraft qui était là les 3 dernières années, les BRP qui ont été là aussi. On a eu des Toyota puis des véhicules de toutes sortes là, comme lot principal. Mais là, cette année, le retour de Prince Craft, on est vraiment très, très content qu'il soit avec nous, avec le moteur Mercury qui est là également. Puis après ça, bien, on a tous nos autres fidèles partenaires là, qui sont là des premières années puis qui nous suivent toujours. Puis, tu sais, il y a quelque chose d'autre que je remarque, puis on en parlait en coulisses tout à l'heure. Dis-moi, rappelle-moi combien il y avait de lots lors de la première édition de l'encan? Il y avait 85 lots environ.
Versus aujourd'hui, on est rendu à... 250 lots, je te dirais, aujourd'hui, là, qu'on est rendu. On est sur une autre planète. Ça veut dire que les Québécois, parce que, évidemment, c'est toujours le principe de l'offre et de la demande qui tient les choses vivantes. Il y a quelqu'un chez nous qui dit souvent, la preuve est dans le pudding, là. L'encan est encore non seulement là, mais a grandi. Ce qui veut dire que c'est un peu un enfant chéri des Québécois, où est-ce qu'on retourne année après année, pour plusieurs raisons. Les Québécois aiment redonner à la faune, mais aiment savoir de quelle façon ils redonnent à la faune. Et vous êtes un de ces rares endroits où est-ce qu'on peut savoir vers où ça s'en va. Parce que l'encan n'est pas là rien pour le fun ou pour engager du monde dans la fondation. Ça s'en va directement pour un programme. Ça va pour le programme Pêche en herbe qui forme les jeunes de 9 à 12 ans à la pêche sportive là, chaque année. On forme au-dessus de 12 000 jeunes l'été, environ 5 000 l'hiver. Et c'est vraiment toute l'industrie qu'on est capable d'aller chercher autour du programme Pêche en herbe. Donc, le Canadien Tower qui est commanditaire du programme. Mais il y a aussi tous les gens qui participent à l'encan qui trouvent une importance vraiment là, pour la relève à la pêche là, au Québec. On le voit, tout le monde se concentre là-dedans. Parle-moi un peu des prix. Ça va nous donner un peu une idée d'envergure, justement, de ces partenaires-là qui s'impliquent dans quelque chose qui donne quelque chose au bout de la ligne. Bien, c'est le temps de magasiner son forfait pour l'été prochain. Là. Donc là, tout ce qui est au niveau de la CEPAC, des pourvoiries, les EC, on a plusieurs lots de ces partenaires-là. On a la Tulipe qui nous présente des nouveautés, des produits aussi de chasse, de pêche. On a des armes à feu. On a également des moulinets, des cannes. Donc, c'est assez varié. Puis là, c'est tout présenté un peu comme les dernières années. Donc, que ce soit les articles de chasse et pêche et plein air, équipement de plein air. Après ça, les forfaits dans les pourvoiries, forfaits de pêche, forfaits de chasse. Donc, un moteur de recherche. On fait nos petites recherches. Et il y a bien sûr les œuvres d'art. Je sais qu'à chaque année, tu t'amuses à aller jeter un petit coup d'œil. Ça a l'air, faut que j'arrête. Je sais pas pourquoi, il y a quelqu'un à la maison qui fait comme time out, là, ça va être correct. Mais je vais y aller pareil. Dis pas, écoute pas ça. Présentement, en ligne, je me présente. Comment ça fonctionne? Je vais aller miser, moi, par exemple, sur, on va dire ça de même, une œuvre d'art. Je fais quoi? Tu fais encanfonde.ca. Tu arrives sur le site web et là, tu peux magasiner sans... Ça coûte rien d'aller magasiner puis aller voir. Et lorsque tu dis « Ah, ce lot-là m'intéresse », tu cliques et là, ils vont te demander de te créer un profil. Tu vas ton nom, tes informations personnelles. Et là, tu peux miser puis tu peux mettre tes favoris dans tes lots que tu veux suivre puis voir l'évolution des mises. Et tu peux aussi programmer une mise automatique afin que tu dises « Bien, moi, mon budget pour aller chasser en Anticosti ou aller pêcher à telle pourvoirie, mettons Air Tamarack, ben je veux pas dépasser tant. » Bien, tu peux tout de suite rentrer ta mise maximale et là, le système va miser pour toi afin de Il va faire des incréments à toutes les fois que quelqu'un va miser. C'est ça. Et après ça, bien, la dernière journée de l'encan, moi, je vous dis, si tu veux magasiner à l'encan, tu magasines la dernière journée. Tu vas voir, tu refais un petit tour et on vous relance aussi là, de façon régulière. Bien, on reçoit des notifications. Moi, c'est ce que j'aime un peu. Il y a la game en arrière de ça qui est le fun parce que là, tu es devant ton PC au ballon, t'as aujourd'hui ta montre ou ton téléphone, tu fais comme « Hey, il y a quelqu'un qui a mis plus cher. Et moi, je retourne puis je m'en vais en remettre. » Puis, il y a un autre volet aussi. Comme ça, moi, j'aide en achetant, par exemple. C'est pas tout le monde qui peut acheter. Il y a des gens qui n'iront pas nécessairement mettre des sous. Cette année est un petit peu plus dur financièrement pour certaines personnes. Partagez l'encan de la faune sur vos réseaux sociaux. Partout, ça coûte rien. Si vous voulez pousser un petit peu plus, vous savez sur quoi vos chums trippent alentour, vous êtes particulièrement chasseur, allez chercher un lot de chasse qui est intéressant et partagez-le. Ça coûte nothing, rien. Ça prend 2 petites minutes puis vous donnez un coup de main, même si on n'investit pas, ça s'en va directement dans la relève chez les jeunes. Donc, encanfonde.ca. Encanfonde.ca. Tous mes partenaires sont là, que ce soit des moteurs, des hors-bords. On essaie d'aller avec une diversité de lots. On a Yamaha qui sont là cette année avec des génératrices. Donc, c'est vraiment très varié pour vous équiper, pour vous amuser pour la prochaine saison, pour les années à venir. Donc, venez nous voir. On est ouvert. Ça finit le 25 février à 1h. Manquez pas ça, ça se trouve, et vous demandez au chum Google si vous oubliez, puis il va vous le trouver facilement. Jean-Philippe, un gros merci, toujours un plaisir de t'avoir en studio. Nous autres, on s'en va là au bord de la pause, puis si vous achetez un véhicule en route ou quoi que ce soit à l'encan, on va vous expliquer comment fonctionnent les assurances pour les véhicules en route avec la capitale, l'autre bord de la pause. La Fondation de la faune du Québec est fière de vous avoir présenté cette partie d'émission. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine.
le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Eh bien, comment tu trouves ça, un argot? Ah, j'aime ça, j'en veux un. Mais tu sais, c'est l'exemple typique de quoi je voulais te parler aujourd'hui. On a, moi et toi, ensemble, passé au travers du processus pour assurer mon argot, question que je sois en règle de un et que mon véhicule soit protégé. Mais c'est un véhicule qui est un peu hors norme, si on le veut. Puis ça m'a porté à cette question-là, parce qu'il y a d'autres types de véhicules hors norme où ça se passe comment, la classification au niveau de l'assurance? Bien, au niveau de l'assurance, c'est sûr que dans les dernières années, on a vu de plus en plus de nouveaux types de quads qui sont apparus. Les Argos, ça fait quand même plusieurs années qu'ils sont là, puis c'est sûr que avant, le marché n'était pas très large pour assurer des Argos. À la capitale, on en assure depuis des années. Là, on a les côtes à côte qui sont apparus, qui sont devenus quand même très populaires. C'est pas vraiment un problème de les assurer, les côte à côte. C'est sûr qu'ils ont la distinction par rapport aux Argos que c'est pas des véhicules amphibies. Oui. Donc là, au niveau des véhicules amphibies, bien, il y a le risque sur l'eau, il y a le risque sur la terre. Donc, c'est sûr qu'il y a plusieurs assureurs qui sont un petit peu plus craintifs par rapport à ça. Donc, c'est sûr que lorsqu'on magasine pour ces types de véhicules-là, c'est peut-être de s'informer au préalable, par exemple, pour avoir des prix. C'est pas particulièrement dispendieux à assurer, que ce soit les côte à côte ou les Argos. Il faut juste prendre le temps de bien magasiner. Maintenant, si on parle au niveau des valeurs de véhicules, parce que bon, un véhicule comme celui-là, ça a un prix, ça a une valeur, mais là, c'est pas encore accessoirisé. Je vais mettre un treuil, je vais mettre un toit, je vais mettre un paquet de choses dessus. Il y en a qui vont se mettre un GPS, radio. Écoute, aujourd'hui, là, tu peux quasiment avoir un écran géant derrière. Comment est-ce qu'on gère ces ajouts de valeur-là, si on peut le dire comme ça, advenant le cas où est-ce qu'il arrive quelque chose à mon véhicule? Il ne vaut plus le même prix que lorsque je l'ai acheté, donc je veux quand même rentrer dans mon argent au niveau de l'assurance. Exact. Bien, c'est sûr que l'assureur, lorsqu'il établit la prime, bien, il va se baser sur le prix de détail du manufacturier. Donc, sans tous les accessoires, par exemple, ce qu'on voit régulièrement, qu'il y a vraiment une grosse différence au niveau de la valeur du véhicule, c'est les chenilles. Oui. C'est sûr que si on ajoute un kit de chenilles puis qu'on n'avise pas son assureur, bien, l'assureur, lui, il prend en considération qu'un véhicule avec des roues, avec la valeur que ça implique. Donc, c'est important d'informer l'assureur. Oui, il va avoir un ajustement de prix, mais c'est normal. On a investi plusieurs milliers de dollars de plus. Donc, on le déclare de cette façon-là. Si jamais on a un sinistre, bien, ça va être inclus, ça va être pris en considération. Ça va être pris en considération. Si je n'ai pas tout déclaré ça, si je n'ai pas averti mon assureur, bien, je vais revenir avec la valeur de mon véhicule. Et là, on va faire comme, oui, mais j'ai mis 25 000 de plus dessus. Parce qu'aujourd'hui, là, dans les véhicules côte à côte, dans les véhicules de type Argo, là, mettre un 10, 15, 20, 25 000 dessus, là, de plus dessus en accessoirisation, c'est parfaitement possible. Là. Ah oui, oui. Alors, mais oui, mais j'avais mis 25 000 de plus. Oh, mais tu ne nous l'as pas dit. Et on va revenir à la valeur du véhicule à la base. C'est super, super important de le faire. Là. Puis, je pense qu'il y a des gens qui sont craintifs de le déclarer à son assureur parce qu'ils peuvent se dire « Ah, peut-être que mon assureur ne voudra pas m'assurer. » ou... C'est sûr que si on recule il y a 20 ans pour les voitures, il y avait beaucoup de voitures qui étaient modifiées pour la performance, puis modifiées un peu n'importe comment. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'assureurs qui étaient craintifs par rapport à ça parce qu'il y avait quand même des enjeux au niveau de la sécurité liés à l'utilisation du véhicule, liés à la vitesse. Le véhicule n'était pas conçu pour avoir toutes ces modifications-là, souvent qui étaient un peu fling-flang, alors que c'est pas le cas pour des VTT. C'est plus normalisé aussi. C'est plus normalisé. Les gens, oui, il y a des gens qui peuvent avoir un VTT Sport puis qui vont faire certaines modifications, mais on le voit pas comme on le voyait, disons, il y a 15-20 ans pour les voitures qui étaient un petit peu modifiées n'importe comment. Donc, il ne faut pas avoir cette inquiétude-là. Si on rajoute des accessoires, on rajoute des équipements, on va trouver un marché. Et au niveau des VTT, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas particulièrement dispendieux. Ben, et voilà, c'est fait qu'il n'y a pas grand risque à prendre. Et au niveau de l'assurance du VTT et au niveau de ce à quoi la loi me soumet aussi au niveau responsabilité, parce qu'il y a un cadre légal dans l'assurance d'un véhicule. Là.
Bien, les véhicules hors route, ils doivent avoir une assurance responsabilité civile d'au moins 500 000 $. Donc, la plupart des assureurs vont proposer 1 million, des fois 2 millions. L'idée derrière ça, c'est que si on se promène hors des routes, bien évidemment, on se promène hors des routes, on ne peut pas circuler sur la route avec ça. Bien, si on a un accident, il n'y a pas la Société d'assurance automobile du Québec qui vient nous couvrir ou couvrir les autres. Votre assurance responsabilité civile, ce qu'elle va faire, c'est couvrir les dommages que vous pouvez causer, dommages matériels et les dommages corporels aussi, les blessures. Donc, les passagers. Les passagers, effectivement. Mais les passagers, évidemment, qui ne font pas partie de la famille. Parce que les gens qui font partie de la famille, c'est comme les assurés, là. Donc, oui. Pour être couvert pour ces blessures, bien là, il faut avoir une assurance individuelle qu'on retrouve souvent auprès de notre employeur. D'accord, d'accord. Ça fait le tour de partir de là, mais évidemment, ce qu'on va inviter les gens à faire, s'il y a des questions sur tant les types de véhicules, de comment l'assurer, qu'est-ce qui existe comme couverture, etc., on appelle la capitale. Exactement. On parle à un représentant de cette façon-là. On va pouvoir être guidé, savoir qu'est-ce qui est couvert, qu'est-ce qui est possible de couvrir. Et évidemment, les prix. C'est quand même important de savoir c'est quoi les prix. Et voilà. Et dans ce sens-là, bien, on est protégé et on respecte les lois pour se promener en route. C'est important, par-dessus tout, la sécurité. Pierre, je te remercie infiniment. Bien, merci. Cette chronique vous a été présentée par La Capitale Assurance et Services financiers. Et aujourd'hui, on répond à une grande question dans le domaine de la trappe. On reçoit beaucoup de questions, surtout de jeunes, de relèves, qui veulent savoir comment trapper au Québec. Je vous présente un de nos collaborateurs chez Aventure Chasse-Pêche, qui est un chroniqueur de renom, qui est aussi moniteur au niveau de la FTGQ dans le trappage. Donc, c'est la personne à qui poser les questions. Il y a plein d'autres titres, là, mais l'écran n'est pas assez grand pour rentrer tous les titres. Serge Larivière, comment ça va, toi? Ça va très bien, Martin. Et Serge, tu donnes les cours de trappage. Exact. Mon cours à moi, Kate aussi, Kate Nadeau-Mercier, c'est toi qui nous les a donnés. Je m'en souviens. Et d'ailleurs, le cours qui est très, très, très intéressant parce qu'on n'apprend pas juste sur les techniques à la base, mais il y a beaucoup de choses intéressantes au niveau de la biologie aussi. La question, le jeune qui est assis dans son salon présentement et qui voudrait s'adonner aux activités de trappe, de quelle façon il s'y prend pour connaître ce milieu-là et avoir le droit de le faire? Bon. Bien, Martin, la première chose à faire, c'est d'aller visiter le site de la Fédération des trappeurs gestionnaires du Québec. Ça, c'est le site le plus important parce que c'est là qu'on va trouver l'horaire des formations. Fait qu'à la base, on doit savoir que pour trapper au Québec, il faut prendre le cours de piégeage. Hein, le cours, comme tu as dit, s'appelle Piégeage et gestion des animaux à fourrure. Fait que c'est pas juste de comment trapper, mais c'est aussi tout ce qui englobe la gestion des animaux à fourrure. Fait que c'est un cours complet. Puis ça, c'est vraiment la première étape pour commencer à trapper. S'inscrire au cours, trouver une formation dans ta région, puis après ça, aller prendre la formation. Si je ne me trompe pas, c'est à ce moment-là, moi, que j'ai commandé et reçu mon livre, le livre qu'on nous demande d'étudier. C'est de là. Et là, on se met à l'étude du livre. Donc, on peut commencer à lire. J'ai ma date. Je sais que je vais passer, par exemple, mon test, je sais pas moi, le 14 juin. J'ai mon livre en main. Je fais quoi à partir de là? Oui, exactement. Fait que quand tu vas t'inscrire au cours, Martin, ils vont t'envoyer plusieurs documents, plusieurs matériels, dont le fameux livre là, qui s'appelle Piégeage, gestion des animaux à fourrure, qui est le livre de base. Puis ça, je te dirais que c'est un livre ultra complet qui donne, en fait, tout ce qui va être présenté dans le cours, puis qui est un très bon livre de référence à garder. Puis, évidemment, à regarder avant d'aller au cours, ça aide, c'est sûr. Ensuite, je me rends sur place. Donc, on va avoir une date. Je me rends ce fameux 14 juin-là. Je me rends sur place et je suis le cours. Là, toi ou un autre moniteur, vous êtes en avant et vous donnez les explications sur les notions qu'il y a à l'intérieur. Je peux le faire en cours comme ça, mais je peux le faire seulement qu'en examen aussi, si je ne me trompe pas. Exactement. Donc, la formule de base, c'est qu'il y a un cours en classe avec l'examen en fin de journée, puis une journée de terrain qui est facultative le lendemain. Mais l'étudiant qui est en région, qui ne peut pas nécessairement prendre le cours, qui ne peut pas parce qu'il doit travailler, peu importe, peut aussi juste faire l'examen.
Si on fait juste l'examen, Martin, c'est sûr que c'est important de passer à travers le matériel, surtout quelqu'un qui n'a jamais piégé. Mais en classe, quelqu'un qui a eu reçu son matériel, qui l'a regardé, qui va en classe, il n'y a pas de problème à passer l'examen normalement en fin de journée. Au moment où est-ce que je passe l'examen et que j'ai une réussite, c'est envoyé à la FTGQ et de là, je vais recevoir une carte qui va me permettre de trapper? Exactement. Donc, une fois l'examen est réussi, tu vas recevoir un autre certificat du chasseur avec une lettre additionnelle dessus qui est le P pour piégeage. Donc, c'est le même certificat du chasseur que tu as déjà, mais qui va être, dans le fond, changé pour une lettre P. Fait que tu envoies un nouveau certificat que tu vas avoir qui va te permettre d'acheter le permis de piégeur professionnel. Puis ça, c'est comme tous les permis de chasse disponibles aux mêmes endroits. Et ça te prend ça à chaque année que tu veux trapper. Un peu comme notre permis à l'Orignal, au chevreuil, ou quoi que ce soit. Et il y a aussi des lois et règlements en termes d'endroits, d'engins, d'espèces, etc. Comme la chasse, donc on consulte le site du ministère, c'est super important. Moi, j'ajouterais que ce cours-là, pour l'avoir suivi, au départ, je me suis dit, un peu comme un cours de maniement de port d'armes ou quoi que ce soit, bon, je vais aller là, puis après ça, j'apprends à... Le cours est complet, là. On en apprend énormément sur les différents pièges et la journée pratique sur le terrain, elle en vaut la peine. Dans notre cas, on était avec toi, on a pu manipuler. C'est-à-dire que la fameuse pince de sécurité, comment armer un piège, on a pu le faire sur le terrain en vrai. Et ça sécurise énormément. Comme si je pourrais, par exemple, aller tirer après mon cours, après mon PESCOF, après mon cours de maniement d'armes à feu. C'est un petit peu ce qu'on vient compléter sur le terrain et ça en vaut la peine. Donc, je sors de là quand même avec beaucoup de notions. Je vais avoir évidemment à peaufiner, mais de conserver le livre, comme moi je l'ai fait, comme tu l'as conseillé, nous permet, parce qu'effectivement, il est très complet. Je me pose une question, là. La réponse est là-dedans. La réponse est là-dedans. Ensuite, je te poserai la question, parce que c'est aussi une question qui nous provient souvent des gens qui sont un peu moins habitués à la chasse et à la trappe. Pourquoi est-ce qu'on voudrait trapper au Québec? Bien, la première raison, Martin, bien simple, c'est pour passer plus de temps dans le bois. Fait que si tu es un maniaque de plein air, c'est sûr que tu pêches l'été, tu chasses l'automne. Quand la chasse et chevreuil est finie, tu regardes dehors, qu'est-ce que je fais? Bien, je peux enfin trapper, c'est le meilleur temps, à partir de novembre, décembre, janvier, des super beaux mois de trappage. Fait que c'est parfait à ce moment-là pour aller trapper. Ça te permet aussi de gérer les coyotes ou les castors sur ton terrain de chasse, Martin. Tu arrives à une calvette, tu es bouché par les castors. À chaque fois que tu vas à l'Orignal, vous avez des problèmes. Tu prends ton cours de trappe. Après la chasse, tu es capable de t'occuper toi-même de ta gestion des animaux nuisibles sur ton territoire. Ou de gérer tes coyotes qui attaquent tes chevreuils sur ton territoire de chasse aussi. Donc, il y a plusieurs raisons de trapper. Bien, et ça, c'est la notion que je pense qu'on va se laisser un peu là-dessus. Fédération des trappeurs gestionnaires du Québec. On dit loisir, mais pourquoi aller attraper des animaux? Parce qu'on exerce une certaine gestion. Il y a une synergie qui existe entre les trappeurs, les agriculteurs, les chasseurs, les plaisanciers, parce qu'il y a des animaux qui sont souvent en surnombre face aux cheptels, qui sont souvent chevreuils, orignaux, qui sont de la bouffe, à proprement dit, et on vient rééquilibrer ça avec un plan de gestion qui est appliqué par le gouvernement. Serge Larivière, je te remercie infiniment. On va se revoir dans d'autres circonstances, c'est sûr et certain. Ça me fait plaisir, Martin. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Et vous n'êtes pas sans connaître le programme Pêche en herbe. On vous en parle à toutes les années et avec raison. Moi, le premier, je suis papa. Vous êtes beaucoup à être papa, maman. On aime savoir qu'il y a des programmes pour initier nos jeunes à la pêche. Pêche en herbe, c'est celui qu'on utilise au Québec. Aller-retour, Raphaël Dubé de Pêche en herbe avec moi. Comment ça va, Raphaël? Ça va très bien, toi, Martin? Bien, absolument. Première fois en studio, puis je suis content de te recevoir. Tu nous présentes ce soir Pêche en herbe, mais sur, on va dire comme ça, d'un angle qu'on n'est pas habitué de le présenter. On a toujours présenté Pêche en herbe, souvent en allant nous autres mêmes pêcher avec les jeunes, l'été, dans les étangs de pêche, etc., avec les organismes, les clubs, les CEPAC, les pourvoiries qui font des journées. Mais on ne parle jamais du volet hivernal de pêche, de pêche en herbe. Pourtant, il y en a un et il est très bien exploité. Oui, effectivement. Il y a une quarantaine d'activités qui sont réalisées dans le cadre de pêche en herbe, d'initiation à la pêche d'hiver par année, ce qui permet d'initier environ 2600 jeunes là, par année. Donc, c'est très important. Oui, effectivement. Ouais. Je veux qu'on rappelle, dans une journée, par exemple, j'envoie mon jeune j'envoie un de mes enfants sur une activité pêche en herbe. Qu'est-ce qu'il va faire dans sa journée?
La journée débute par une formation. Donc, les jeunes rencontrent leur moniteur et les gens qui font le mentorat. Il y a une formation sur l'habitat du poisson, la biologie du poisson, comment monter la brimbale, les différentes techniques de pêche, comment arranger le poisson aussi. Ensuite, les jeunes vont à la pêche, assemblent leur brimbale et effectuent là, quelques pratiques là, de technique. Mais ça, c'est un point. L'été, évidemment, on pêche avec la canne à pêche qui est fournie par Canadian Tire, qui est votre commanditaire principal, Canadian Tire, d'une certaine façon. Cette canne à pêche, on la connaît tous. La majorité des jeunes alentour de moi ont commencé à pêcher avec ça. Bien, l'hiver, on pêche pas avec ça, on pêche avec une brimbale. L'été, on laisse la canne à pêche aux jeunes. Qu'est-ce qu'on fait l'hiver avec la brimbale? Est-ce que le jeune peut repartir avec? Oui, tous les jeunes repartent avec une brimbale. Ça, c'est cool. Oui, effectivement. Donc, ils ont des acquis pour aller pêcher là, dès le lendemain. En plus du matériel, un certificat pêche en herbe. Écoute, parlons-en. Le certificat, mais écoute, ce certificat-là, dans un premier temps, ce qui est le fun, c'est pas juste un mériteur, c'est pas juste un certificat de bravo, t'as fait une belle journée. C'est un permis de pêche légal et valable jusqu'à l'âge de 18 ans. Et là, je vous le dis, les jeunes, là, c'est aussi un très bon outil de négociation avec papa parce qu'avec ça entre les mains, là, écoutez bien, là, avec ça entre les mains, c'est pas vrai que vous y enlevez des poissons sur son quota. Vous avez votre propre quota. Fait que papa, dehors, ça va à la pêche. Les autres éléments qui sont super intéressants, bien évidemment, le guide Gulliver, nous autres, on le connaît parce que pour l'avoir fait, entre autres, avec les jeunes dans une CEPAC, dans un étang de pêche, on a pris la peine, au travers du guide Gulliver, de leur montrer comment faire le nœud, comment appâter, etc. Mais la même chose existe adapté pour l'hiver. Donc, un guide de pêche blanche que vous avez adapté. On y retrouve grosso modo la même chose, mais en version hivernale. Effectivement. On présente évidemment les différentes techniques pour la pêche hivernale, les espèces qui sont ciblées aussi en hiver et un petit peu de matériel aussi, là, évidemment. Parce qu'on parle d'espèces, ça m'intéresse parce que, on le dit, la plus grande concentration d'organisations de pêche en herbe et de pêche blanche, entre autres pêche en herbe, c'est alentour de la capitale nationale. Mais il y en a ailleurs, et ailleurs, il y a d'autres espèces que la truite à pêcher sur glace pour les jeunes. On peut aller, entre autres, à la perche chaude. Effectivement, au doré, au grand brochet, qui est très populaire. Hein? On se souvient tous là, du premier brochet qu'on prend à la brimbale. C'est assez impressionnant de voir la brimbale tomber aussi rapidement. Donc, il y a plusieurs espèces, effectivement, là, qui peuvent être pêchées au courant de l'hiver. Ne serait-ce que le crapet soleil, là, qui est probablement une des premières espèces là, qu'on pêche très jeune. Plus dans l'ouest de la province, oui, ça, c'est beaucoup ça, effectivement. Ouais. Puis ça nous fait connaître la pêche. Il y a le cours de biologie que j'apprécie particulièrement. On peut aller à plusieurs espèces, mais essentiellement, ce qui est vraiment le porte-étendard de pêche en herbe, c'est le nombre d'initiations qu'on permet. Bon, on va se le dire, là, on cherche souvent où est-ce qu'on met nos sous dans la vie, au niveau des différentes fondations, et etc. Pêche en herbe, c'est un des rares fanions qu'on peut non seulement voir, mais utilisé, qui est issu d'un programme de levée de fonds auquel on participe, qui est l'Encan de la faune. Donc, quand je participe à l'Encan de la faune, je finance directement pêche en herbe, duquel je peux voir les activités, puis je peux participer aux activités aussi. Ça, c'est pas plaisir. Ça veut dire que l'ensemble de la communauté, les plaisanciers, pêcheurs, trappeurs et chasseurs du Québec peuvent redonner au travers de l'Encan pour que d'autres jeunes connaissent le même sport qui les a un jour fait prendre leur première truite puis qu'ils ont accrochés au sport de la nature. Mais là, je veux que tu me parles de chiffres, parce que c'est là que ça commence à être impressionnant. Quand on dit « ouais, on fait de la relève », là, on fait pas juste un peu de relève. Combien de jeunes ont été initiés à date depuis le début de pêche en herbe? Pêche en herbe a débuté en 1997 et depuis, on a initié 317 000 jeunes à la pêche sportive. Bon, ça, c'est le gros morceau. Il y a dire qu'on fait quelque chose pour la relève, puis il y a faire quelque chose pour la relève. Quand je cherche où mettre mes énergies pour donner un coup de main à un organisme qui va faire quelque chose pour la relève, bien là, je peux le constater puis le vivre. Ce qui veut dire que, si on l'a fait tantôt, là, l'Encan de la faune, là, bien, c'est pas juste une occasion de trouver des choses à bon marché ou de trouver des belles opportunités pour aller pêcher, chasser avec vos vedettes préférées, vos animateurs préférés. C'est l'occasion de donner à ce programme-là puis de pousser des jeunes, même si vous n'avez pas les jeunes de votre entourage pour connaître notre beau sport. Depuis les années 90, tu me dis, donc on remonte quand même à il y a assez longtemps,
Pêche en herbe, c'est pas juste une activité qui est on va à la pêche sur la glace, ce sont des activités qui sont organisées. Il y a des dates qu'on peut trouver sur le site de la Fondation de la Faune pour savoir où et comment aller pêcher. Effectivement, sur le site Internet de la Fondation de la Faune, sur la page spécifique là, à pêche en herbe, il y a un moteur de recherche qui nous permet de rechercher les activités qui ont cours là, en 2021 pendant l'hiver. C'est très simple, on fait une petite recherche là, par organisme ou encore par région administrative ou encore par date. On trouve l'activité, on communique avec les promoteurs, les coordonnées sont toutes là. On communique avec les promoteurs, puis on va à la pêche avec nos enfants. C'est ce qui met terme à l'émission, c'est le temps d'ouvrir votre Google puis d'aller chercher l'encan de la faune, Raphaël. Je pense que c'est comme ça qu'on va les laisser. C'est le temps d'y aller. Merci beaucoup, Raphaël. Nous, on se revoit de toute façon au travers de la saison de pêche ou quoi que ce soit. Je te réinviterai en studio. Vous en allez sur Internet à l'encan de la faune. Ne manquez pas ça. Nous, on vous revient la semaine prochaine. À ce moment-là, on va à la pêche. En CEPAC, évidemment, du côté de Rouge-Matahouin. Pas mal de fun, beau secteur. En attendant, l'encan de la faune, venez nous voir sur Facebook. On est toujours là. On se dit à la semaine prochaine. Allah! Yes! Venez pour ça! Yeah, les gars! Hey, t'en as une belle! Hey, ici aussi, mon homme! Bravo, Piston! Regarde-moi ça, la belle grise, toi! Aventure chasse-pêche vous a été présenté par Browning et par La Capitale Assurance et Services financiers.